Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous découvrons aujourd'hui une autre nouvelle d'Agatha Christie. Alors sans plus tarder, on va commencer. L'histoire s'intitule La métamorphose d'Edward Robinson. D'un seul mouvement de ses bras puissants, Bill la souleva de terre et la serra contre sa poitrine. Elle gémit doucement et lui donna ses lèvres dans un baiser incandescent. Edward Robinson poussa un soupir, reposa quand l'amour est roi et regarda le métro qui passait devant sa fenêtre. Bill, c'était un homme. Edward Robinson lui enviait ses muscles, son charme brutal et ses passions terrifiantes. Il reprit le livre, lut la description de la fière Marchesa Bianca, celle qui embrassait si bien. Sa beauté était si dévastatrice, sa séduction si brûlante, qu'éperdus d'amour, les hommes les plus forts tombaient à ses pieds, désarmés. Évidemment, se dit Édouard, tout ça c'est des blagues. Mais quand même, je me demande. Son regard pétillait d'envie. Existait-il quelque part un monde d'aventures romanesques, peuplé de femmes à la beauté ravageuse, l'amour qui vous dévore comme une flamme? S'y rencontrait-il? Ça, c'est la vie, la vraie. À bien y réfléchir, Édouard ne devait pas se plaindre de son sort. Il avait une belle situation de commis dans une grosse entreprise. Il était en excellente santé, ne dépendait de personne et il était fiancé à Maud. Mais la seule évocation de Maud assombrissait son visage. Il n'aurait jamais voulu l'admettre, mais il en avait peur. Il l'aimait, oh oui. Il se rappelait encore le frémissement qu'il avait parcouru à la seule vue de sa nuque blanche, la première fois qu'il l'avait rencontrée. Il se trouvait au cinéma, derrière elle, avec un ami qui la connaissait et l'avait présentée. Sans discussion possible, Maud était vraiment bien jolie, intelligente, sachant se tenir. Elle semblait avoir toujours raison. On s'accordait à dire qu'elle ferait une excellente épouse. Édouard se demandait si la Marchesa Bianca eût fait une bonne épouse. Il en doutait un peu. Il se représentait difficilement la voluptueuse Bianca, avec ses lèvres rouges et ses formes onduleuses, occupée à ravauder les chaussettes du splendide Bill. Bianca, c'était du roman. Maud et lui seraient très heureux ensemble. Elle avait tellement de bon sens. Mais cependant, il lui eût souhaité un peu plus de souplesse, un peu moins de propension à lui faire des observations. Maud agissait par raison. Édouard n'était pas déraisonnable par principe. Mais parfois, par exemple, il aurait voulu se marier à Noël. Maud avait démontré qu'il serait plus sage d'attendre un peu. 1 an ou 2 peut-être. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Il lui avait acheté une bague coûteuse. Horrifiée, Maud l'avait contraint d'aller l'échanger contre une autre moins chère. Édouard se prenait à désirer lui connaître plus de défauts. Ses qualités l'entraînaient à des actes désespérés. Par exemple, un flot de sang lui empourpra le visage. Il fallait qu'il le dise, le plus tôt possible. Il avait un secret. Demain commençaient les vacances de Noël. Maud lui avait proposé de venir chez ses parents. Il avait décliné l'offre de façon si maladroite qu'elle ne pouvait manquer de s'étonner. Il lui avait conté une longue histoire inventée de toutes pièces, avait parlé d'un camarade habitant à la campagne avec lequel il avait promis de passer une journée. 3 mois auparavant, à l'instar de quelques centaines de milliers d'autres jeunes gens, Edward Robinson avait participé à un concours offert par un journal hebdomadaire. Il s'était agi de classer 12 prénoms féminins par ordre de préférence. Édouard avait eu une idée lumineuse. Sachant d'expérience que son propre goût ne servirait à rien, il avait dressé une liste selon son cœur. Puis il avait interverti l'ordre de classement, mettant en tête le prénom qu'il avait inscrit en queue et ainsi de suite. Il avait gagné et touché le premier prix. 500 livres. Ce résultat, qui n'était en fait qu'un coup de chance, Édouard se persuadait le devoir à son système. Il était très fier de lui. Mais que faire de cet argent? Il savait parfaitement ce qu'aurait dit Maud. Placez-le. Et elle aurait eu raison. Édouard l'aurait-il reçu en héritage, qu'il l'aurait pieusement converti en bon du trésor. Mais de voir une somme pareille à un simple trait de plume, c'est se trouver dans la situation d'un enfant auquel on donne 20 francs avec l'autorisation d'en disposer à son choix. Chaque jour, en se rendant à son bureau, il passait devant une vitrine où était exposé un cabriolet à 2 places, au long museau.
On en demandait 465 livres. Si j'étais riche, s'était répété Édouard, tu serais à moi. Et maintenant, il était, sinon riche, du moins possesseur de la somme lui permettant de réaliser son rêve. Cette voiture, ce bijou étincelant, serait sien, s'il le voulait. Il avait pensé parler de son gain à Maud. La jeune fille, mise au courant, il aurait été assuré contre toutes les tentations, à cause de la désapprobation violente de sa fiancée. Jamais il n'aurait eu le courage de persister dans sa folie. Mais, chose curieuse, ce fut Maud elle-même qui emporta sa décision. Il l'avait emmenée au cinéma, aux meilleures places. Elle lui avait fait remarquer avec gentillesse mais fermeté la légèreté criminelle de sa conduite, gaspiller ainsi l'argent, alors qu'on voyait aussi bien assis dans des fauteuils moins chers. Il avait enregistré ses reproches dans un silence boudeur. Maud sentit avec satisfaction qu'elle l'avait impressionné. Elle ne pouvait lui permettre ses extravagances. Elle l'aimait et c'était un faible. À elle de lui montrer le droit chemin. Elle observa du coin de l'œil avec une joie sereine son attitude humble. Écrasé par cette éloquence, Édouard avait courbé le dos, mais c'est à cette minute précise qu'il décida d'acheter la voiture. Que diable! Je ferai à ma guise, au moins une fois dans ma vie. Maud peut aller se faire pendre. Le lendemain matin, il avait passé la porte du palais de verre et, avec une décision qui l'avait surpris lui-même, il avait acquis la voiture. Il y avait 4 jours de cela. Il les avait vécus calmes en apparence, mais nageant dans l'extase, et il n'avait pas encore soufflé un mot à Maud. À l'heure du déjeuner, on lui avait enseigné à manier l'objet de ses amours. Il s'était montré excellent élève. Le lendemain, veille de Noël, il l'emmènerait à la campagne. Il avait menti à Maud et recommencerait au besoin. Cette voiture était pour lui le roman, l'aventure, tout ce qu'il désirait passionnément, mais sans espoir. Mais enfin, demain était là. Demain, il prendrait la route vers l'air frais, vers l'espace, laissant derrière lui le tumulte de Londres. Il abaissa les yeux sur le livre qu'il avait entre les doigts. Quand l'amour est roi, il rit et le glissa dans sa poche. La voiture, les lèvres rouges de la Marchesa Bianca, les étonnantes prouesses de Bill, tout se mêlait. Demain, le temps qui déçoit presque toujours ceux qui comptent sur sa clémence, montra d'aimables dispositions. Il lui accorda la journée de ses rêves. Un froid sec, un ciel bleu pâle, un soleil couleur de prime vert. Édouard, d'humeur aventureuse, se mit au volant. Il connut quelques ennuis à Hyde Park Corner, un contretemps désagréable à Putney Bridge et des mouvements d'impatience grossière de la part d'autres chauffeurs. Cependant, pour un novice, il se débrouilla fort bien et arriva sur une de ces vastes artères qui sont la joie des automobilistes. La circulation était faible. Il conduisait ravi de sa maîtrise, léger comme un dieu. Il fendait l'air. Ce fut une journée de délices. Il s'arrêta pour déjeuner dans une vieille auberge, à l'ancienne mode, puis un peu plus tard pour le thé. Et c'est de très mauvaise grâce qu'il fit demi-tour pour retourner à Londres, mot de ses inévitables récriminations. Il chassa cette idée. Il ferait jour demain. Profiter de l'heure présente, n'est-ce pas, de la sagesse? Foncer dans l'obscurité derrière le pinceau lumineux des phares. Il n'avait pas le temps de s'arrêter pour dîner. Londres était encore loin. À 8 heures, il traversa Hindhead et atteignit le bord de Delville's Punch Bowl. La lune brillait et la neige, tombée 2 jours auparavant, était encore intacte. Il arrêta sa voiture et regarda autour de lui. Après tout, pourquoi retourner à Londres avant minuit? Et s'il ne rentrait pas? Il mit pied à terre et gagna la crête. Un sentier s'offrait, tentateur. Durant la demi-heure qui suivit, Édouard, en délire, erra dans un monde ouaté de neige. Il rejoignit sa voiture et se remit en route, un peu grisé encore. Puis, avec un profond soupir, il revint à lui et plongea la main dans la boîte à gants à la recherche du cache-nez qu'il y avait mis le matin. Mais elle était vide. Pas tout à fait, cependant. Elle contenait quelque chose de dur, comme une poignée de cailloux. Il enfonça la main plus avant. L'instant d'après, il regardait, frappé de stupeur, l'objet qu'il tenait entre les doigts. Un collier de diamants qui jetait 1000 feux au clair de lune. L'œil écarquillé, il contemplait sa trouvaille. Aucun doute possible.
Il venait de sortir de la boîte à gants de sa voiture un bijou somptueux, d'une énorme valeur. Qui l'avait mis à cet endroit? Il ne s'y trouvait pas à son départ de Londres, il en était certain. On avait dû profiter de ce qu'il se promenait dans la neige, mais pourquoi avoir choisi sa voiture? Le propriétaire du collier aurait-il commis une erreur, ou s'agissait-il d'un bijou volé? Brusquement, un frisson glacé le parcourut. Il n'était pas dans sa voiture. Celle-ci était exactement semblable à la sienne. Elle était du même rouge écarlate. Elle possédait le même capot allongé et rutilant. Mais Édouard comprit, à 1000 petits détails, que ce n'était pas la sienne. Elle portait ici et là, discrète mais indiscutable, la trace des ans. Alors, sans chercher davantage, Édouard se mit en devoir de rebrousser chemin. Il n'était pas encore très versé dans l'art d'effectuer un demi-tour et confondait avec une pénible facilité la pédale de frein avec celle de l'accélérateur. L'opération réussit cependant et la voiture bondit sur la route de la colline. Il s'en souvenait maintenant. Il avait vaguement vu une voiture arrêtée non loin de la sienne. Sans s'en apercevoir, il avait regagné la route. Il était revenu de sa promenade par un autre sentier que celui de l'allée. Il s'était retrouvé derrière l'autre voiture, l'étrangère. 10 minutes plus tard, il se retrouvait à l'endroit de sa première halte. Rien en vue. L'autre avait-il été lui aussi trompé par la ressemblance? Il sortit le collier de diamants de sa poche et, pensif, il le glissa entre ses doigts et l'égrena. Que faire? Courir au poste de police, exposer son cas? Restituer le bijou et donner le numéro de sa propre voiture? Le numéro de sa voiture. Il l'avait totalement oublié. On le prendrait pour un bel imbécile. Mais ce n'était encore rien. Il jeta au collier un regard inquiet. N'allait-on pas le soupçonner d'avoir volé le tout, voiture et diamants? Quel homme doué de raison pouvait laisser un bijou de cette valeur au fond de la boîte à gants d'une voiture? Il fit le tour de l'auto, déchiffra la plaque minéralogique. XR 161. Cela ne lui apprenait rien. Alors fiévreusement il fouilla toutes les poches de la voiture. Dans celle qui avait contenu le collier, un bout de papier portait quelques lignes au crayon. Il les déchiffra à la lumière des phares. Rendez-vous à Green, au coin de Salters Lane, 10 heures. Ce nom il l'avait lu sur un poteau indicateur. Sa décision fut vite prise. Il se rendrait à Green, trouverait Salters Lane, rencontrerait l'auteur du billet, lui exposerait la situation. Il se mit en route, joyeux. Il avait son aventure, ce genre de choses n'arrivait pas tous les jours. Il éprouva quelques difficultés à repérer Green, et encore plus à situer Salters Lane. Cependant, l'heure du rendez-vous n'était dépassée que de quelques minutes lorsqu'il s'engagea avec précaution le long d'une route étroite qui devait le ramener au bout. Il freinait quand une silhouette sortit de l'obscurité et s'approcha. « Enfin, vous avez mis du temps, Gérald !» La jeune fille qui venait de parler s'encadra dans la lumière des phares, et Édouard en eut le souffle coupé. Jamais il n'avait rencontré plus radieuse créature. Elle avait des cheveux de jais et de merveilleuses lèvres rouges. Le lourd manteau de fourrure qu'elle portait s'écarta, laissant voir une robe du soir couleur de flamme, qui épousait les lignes d'un corps parfait. Un rang de perles splendides entourait son cou. Soudain, la jeune fille sursauta. « Mais ce n'est pas Gérald !»« Non, écoutez-moi. En sortant le collier de sa poche, je suis Édouard. » Il ne put poursuivre. La jeune fille battit des mains et lui coupa la parole. « Édouard? Mais bien sûr, oh, je suis ravie. Mais cet idiot de Jimmy m'a dit au téléphone qu'il envoyait Gérald dans la voiture. C'est chic d'être venu. Je mourais d'envie de vous revoir. Il y a si longtemps. Je n'avais que 6 ans la dernière fois que je vous ai vu. Vous avez le collier, c'est parfait. Remettez-le dans votre poche. Inutile d'attirer l'attention du garde champêtre. Brrr, quel froid. Cette attente, les pieds dans la neige, je monte. » D'un geste machinal, Édouard ouvrit la portière et la jeune fille s'installa à côté de lui. Ses fourrures lui frôlèrent la joue et un parfum de violette emplit ses narines. Il n'avait aucun projet, aucune intention définie. Il s'abandonnait à l'aventure, au destin. Elle l'avait appelé Édouard. Il s'agissait d'un autre, évidemment, mais peu importait. Elle reconnaîtrait bien assez tôt sa méprise. Pour l'instant, il n'avait qu'à laisser faire.
Il mit le contact et la voiture démarra. La jeune fille éclata d'un rire adorable, comme elle. « Vous n'êtes pas un as du volant, hein, cela se voit. On roule peu, là-bas. » « En effet, répondit Édouard à tout hasard. Laissez-moi conduire. Il n'est pas facile de s'y retrouver dans toutes ces allées avant d'atteindre la grande route. » Il lui céda le volant avec empressement, et la voiture fonça dans la nuit, à une allure terrifiante. « J'adore la vitesse, et vous ? Vous ne ressemblez pas du tout à Gérald. Jamais on ne vous prendrait pour des frères. Vous êtes tout autre que je l'imaginais aussi. » « Oui, dit Édouard, je suis très médiocre, très moyen. »« Oh non, ce n'est pas cela. Vous êtes indéfinissable. Comment va ce pauvre Jimmy ? Il doit être furieux. »« Oh, Jimmy est très bien. » »« C'est facile à dire. Mais ce n'est pas de chance de se fouler la cheville. Vous a-t-il raconté toute l'histoire ? » ?»« Pas un mot. Je suis dans le noir. Si vous pouviez me renseigner. » »« Tout s'est passé comme dans un rêve. Jimmy est entré par la porte principale, déguisé en fille. Je lui ai accordé 2 minutes et je suis passé par la fenêtre. La femme de chambre d'Agnès Larella disposait les vêtements et les bijoux de sa maîtresse. Quelqu'un a hurlé en bas, le pétard est parti et tout le monde a crié au feu. La femme de chambre s'est précipitée pour voir ce qui se passait. Je n'attendais que cela. J'ai saisi le collier, je suis sorti à toute vitesse et je l'ai glissé avec un petit billet dans la voiture, en passant. Ensuite, j'ai rejoint Louise à l'hôtel après avoir retiré mes snow boots. Un alibi parfait. Elle ne se doute pas du tout que je suis sorti. Et Jimmy ? Oh, vous en savez plus long que moi. Il ne m'a rien dit, répondit Édouard. Dans le désarroi général, il s'est pris le pied dans sa robe, il s'est tordu la cheville. On a dû le porter dans la voiture. Le chauffeur des Larella l'a reconduit à la maison. Quel coup de théâtre si le chauffeur avait glissé sa main dans la boîte à gants. Édouard riait comme elle, mais son esprit travaillait fiévreusement. Il commençait à comprendre la situation. Larella était un nom assez familier, synonyme de puissance et d'argent. La jeune fille et un inconnu qu'elle appelait Jimmy avaient décidé de voler le collier. Ils avaient réussi. Grâce à sa cheville foulée et à la présence du chauffeur, Jimmy n'avait pas pu regarder dans la poche de la portière avant de téléphoner à sa complice. Mais il était à peu près certain que l'autre inconnu, Gérald, le ferait à la première occasion. Dans ce cas, il trouverait le foulard d'Édouard. « Ça roule, hein ?» dit la jeune fille. Un tramway passa. Ils étaient maintenant dans la banlieue de Londres, se faufilant entre les voitures. Édouard avait le cœur sur les lèvres. Elle savait conduire cette petite. Mais elle prenait trop de risques. Un quart d'heure plus tard, ils s'arrêtèrent devant une maison d'aspect imposant. « Nous allons pouvoir nous changer un peu avant d'aller au Ritzons, » dit la jeune fille. « Au Ritzons ?» répéta Édouard avec une nuance de respect à la seule évocation du fameux cabaret. « Oui, Gérald ne vous l'a pas dit ?»« Il n'en a rien fait, » répondit le jeune homme maussade. « Je ne suis pas habillé. » Elle fronça les sourcils. « Alors vous ne savez rien. On va avoir à vous équiper. Il nous faut aller jusqu'au bout. » Un maître d'hôtel majestueux leur ouvrit la porte et s'écarta pour les laisser entrer. « Monsieur Gérald Champneys a téléphoné. Il désirait vivement parler à votre seigneurie, mais il n'a pas voulu laisser de message. »« Je le comprends, se dit Édouard. Ainsi, je m'appelle Édouard Champneys. Mais qui est-elle, votre seigneurie ? Pourquoi a-t-elle volé ce collier ? Dette de jeu ? » Dans les feuilletons dont il faisait sa pâture quotidienne, la belle héroïne titrée était toujours acculée à la catastrophe par des dettes de bridge. Guidé par le majestueux maître d'hôtel, Édouard fut remis aux mains d'un valet de chambre au geste mesuré. Un quart d'heure plus tard, il rejoignit son hôtesse dans le hall, impeccable dans son habit sorti tout droit de Savile Row. Quelle soirée inoubliable! Ils remontèrent en voiture pour gagner le Ritzons. Comme tout le monde, Édouard avait lu des échos scandaleux concernant ce cabaret. Qui ne connaissait pas le Ritzons ? Il n'avait qu'une crainte, rencontrer un ami du véritable Édouard Champneys. Mais ce dernier avait évidemment vécu longtemps à l'étranger, et cette pensée le rassura. Assis à une petite table adossée au mur, ils burent des cocktails. Des cocktails! Pour Édouard, c'était la quintessence même du luxe, du faste. La jeune fille, drapée dans son étole, merveilleusement brodée, buvait avec nonchalance. Brusquement, elle se leva. « Dansons, dit-elle. C'était le seul exercice qu'il pratiqua à la perfection. On s'arrêtait pour les regarder.
Oh, j'ai failli oublier. Le collier, s'il vous plaît. Elle tendit la main. Ahuri, Édouard sortit le bijou de sa poche et le lui tendit. Elle l'agrafa à son cou et adressa à son compagnon un sourire enchanteur. Venez à présent, dit-elle doucement. Ils dansèrent et, de mémoire de Ritsons, jamais on ne vit spectacle plus parfait. Ils regagnèrent leur table lorsqu'un vieux monsieur à l'air conquérant s'approcha de la jeune fille. « Ah, Lady Noreen, toujours à danser. Oui, oui, le capitaine Folliot, est-il ici? Jimmy a fait une chute, il s'est foulé la cheville. Non. Comment cela est-il arrivé? Je n'en ai aucun détail. Elle rit et poursuivit son chemin. Édouard la suivit, l'esprit en déroute. Il savait à présent. Lady Maureen Folliot, la fameuse Lady Noreen dont toute Londres parlait, célèbre par sa beauté, son audace, tête de file de la jeunesse dorée, on avait annoncé récemment ses fiançailles avec le capitaine de la cavalerie de la garde, James Elliot, V.C. Mais le collier, il ne comprenait pas. Tant pis, il encourait le risque. Il attendit qu'elle soit assise. Mais pourquoi avoir fait cela, Noreen? Dites-le-moi. Elle sourit rêveuse, le regard lointain. Évidemment, vous ne pouvez pas comprendre. C'est fatigant de toujours faire la même chose. La chasse au trésor, ça va pour un temps. Mais c'est fou comme on s'en lasse. J'ai pensé au cambriolage. 50 livres de droit d'entrée et un tirage au sort. Jimmy et moi, nous avons sorti Agnès, Larella. Vous connaissez les règles. 3 jours pour effectuer le cambriolage et porter l'objet au moins 1 heure en public. Sinon, on perd son enjeu et 100 livres. Cette cheville foulée, c'est de la déveine, mais nous gagnerons quand même. Je comprends, dit Édouard lentement. Noreen se leva d'un geste vif et s'entoura de son écharpe. Conduisez-moi quelque part sur les quais, dans un endroit terrifiant, délicieux. 1 seconde. Elle détacha le collier. Reprenez-le, ça vaut mieux. Je ne tiens pas à me faire égorger à cause de lui. Ils sortirent du cabaret côte à côte. La voiture se trouvait dans une petite rue voisine, mal éclairée. Comme ils tournaient le coin, une auto freina brusquement et un jeune homme bondit vers eux. « Noreen, enfin je vous retrouve » s'écria-t-il. « Cet abruti de Jimmy s'est trompé de voiture. Dieu sait où sont les diamants à l'heure actuelle. Nous sommes dans un beau pétrin. » Lady Noreen le regarda stupéfaite. « Comment? Mais nous les avons enfin, Édouard les a. »« Édouard ?» ?»« Oui, répondit-elle avec un petit geste vers son compagnon. »« Je suis dans le pétrin, dit Édouard. Ainsi voilà le frère Gérald. » Le nouveau venu fronçait le sourcil. « Que dites-vous » dit-il lentement. « Édouard est en Écosse. »« Oh » s'écria la jeune fille, en regardant son cavalier d'un air égaré. « Oh » Elle pâlit puis rougit. « Ainsi, d'une voix sourde, vous êtes un vrai cambrioleur ?» Il fallut très peu de temps à Édouard pour saisir la situation. Il pouvait lire une certaine crainte dans les yeux de la jeune fille et, oui, de l'admiration. Il jouerait le jeu jusqu'au bout. « Il me reste à vous remercier, Lady Noreen, dit-il en s'inclinant avec grâce. Je n'oublierai pas cette charmante soirée. » Du coin de l'œil, il avait repéré l'auto d'où était descendu Gérald. Sa voiture. « Bonsoir. » Un saut léger, déjà il était derrière le volant, le pied sur l'accélérateur. La voiture bondit en avant. Gérald, stupéfait, ne bougea pas. Mais la jeune fille fut plus vive. Elle s'élança sur le marchepied. Un virage brutal, un coup de frein violent. Noreen, le souffle court, posa sa main sur le bras d'Édouard. « Donnez-le-moi, je dois le rendre à Agnès Larella. Oh, soyez chic. Nous avons passé une soirée épatante tous les deux. Nous avons dansé, nous avons été camarades. Ne voulez-vous pas me le rendre à moi? Une femme à la beauté ensorcelante. » Mais oui, cela existait. Édouard était trop heureux de se défaire du collier, et le ciel lui donnait l'occasion d'un geste noble. Il le sortit de sa poche et le laissa tomber dans le creux de la main tendue. « En souvenir de notre camaraderie, dit-il. »« Ah !» Les beaux yeux s'illuminèrent. Elle approcha son visage du sien, et il le retint, ses lèvres contre les siennes. Puis la jeune fille sauta à terre, et la voiture démarra d'un bond. Le roman, l'aventure. À midi, le lendemain, Edward Robinson pénétrait dans le petit salon d'une maison de Clapham. « Joyeux Noël, dit-il. » Maud, qui disposait une branche de houx, le salua avec froideur. « Vous vous êtes bien amusé à la campagne avec votre ami ?» demanda-t-elle. « Écoutez-moi, Maud, je vous ai menti. J'ai gagné 500 livres à un jeu et j'ai acheté une voiture. Ça, c'est le premier point.
L'achat est fait, il n'y a plus rien à dire. Quant au second, le voilà. Je n'ai pas l'intention de faire le pied de grue pendant des années. Nous nous marierons le mois prochain. Vu? Oh, dit Maud d'une voix mourante. Rêvait-elle? Était-ce Édouard qui parlait sur ce ton de maître? Oui ou non? Elle leva sur lui un regard où se mêlaient la crainte et l'admiration. C'était grisant. Disparut cette attitude maternelle qui l'exaspérait. Lady Norine l'avait regardé de la même façon la nuit précédente. Mais Norine avait rejoint le domaine du roman, aux côtés de la marchesa Bianca. Cela, c'était la réalité, c'était sa femme. Oui ou non? Répéta-t-il en avançant d'un pas. Oui, balbutia Maud. Mais Édouard, qu'est-il arrivé? Vous avez tellement changé. Pendant 24 heures, j'ai été un homme et non un mollusque, et par Dieu ça paye. Il la saisit comme l'eût fait Bill le surhomme. Maud, m'aimes-tu? Parle, m'aimes-tu? Oh, Édouard, gémit-elle, je t'adore. Fin. J'espère que cette petite histoire légère vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre. Au revoir et merci.